mes chers collègues. Nous avons souhaité nous pencher aujourd'hui sur le sujet de la télé-réalité en recevant les représentants de 3 filiales du groupe Banijé, à qui l'on doit notamment des émissions comme la Star Academy, Koh-Lanta, Secret Story ou Les Marseillais. Monsieur Jean-Louis Blot, c'est comme ça qu'on prononce, oui, président d'Endemol France, et Jean-François Rubinstein, directeur général. Messieurs, bonjour. Monsieur Frédéric Lussato, président d'Adventure Line Productions, et monsieur Julien Magne, directeur général. Bonjour messieurs. Madame Florence Fayard, présidente de Biprod. Bonjour. Ou Bprod d'ailleurs, je ne sais pas. Bprod. Monsieur Antoine Henriquet, président de A Productions. Vous produisez notamment Frenchy Shore, dont nous discutons régulièrement et je vais essayer de ne pas appeler Frenchy Store cette fois-ci, dont nous avons entendu parler de nombreuses fois au cours de ces auditions. Bonjour monsieur. Madame Florence Duhaillot, directrice générale de Studio 89 Productions, filiale du groupe M6 qui produit notamment Mariés au premier regard ou encore Les Princes de l'amour. Et Madame Florence Morlière, directrice juridique adjointe en charge de la production. Bonjour mesdames. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Il nous semble que la télé-réalité, notamment de dating ou d'enfermement, est porteuse de certains risques en matière de violence, sans même évoquer pour certaines émissions l'image des femmes qu'elles véhiculent. Nous avons donc voulu vous entendre afin que vous puissiez nous faire part de la façon dont, en tant qu'employeur, je rappelle que les candidats sont comme les techniciens vos employés, même temporaires, vous confirmerez cela, vous vous acquittez de vos obligations légales et vous prévenez les violences, notamment sexistes et sexuelles. D'ailleurs, je souhaiterais que vous nous fassiez part de façon précise des cas de VHSS que vous avez eu à gérer au cours des 5 dernières années. J'imagine que vous en parlerez dans votre propos liminaire. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. C'est une sorte de télé-réalité de la commission d'enquête. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, lever la main droite, dire « je le jure » et éteindre votre micro ensuite. Je le jure. 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 Jure sans erreur de micro parce que nos micros fonctionnent. C'est arrivé ce matin, c'est ce qu'on m'a dit en off, donc il y a un petit défi à relever. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire si vous le souhaitez. Qui souhaite prendre la parole en début? Allez-y, monsieur Blot. C'est moi. Faut que j'appuie à nouveau, c'est bon, merci beaucoup. Je vais mettre mes lunettes parce qu'il ne faut pas me tromper. Voilà. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Endemol France a fêté ses 30 ans cette année. Je suis très fier de diriger cette belle société qui a toujours rassemblé plusieurs générations de téléspectateurs grâce à ses émissions cultes dont certaines ont été à l'origine de phénomènes de société. Lorsque je suis arrivé chez Endemol en mars 2021, je me suis dit qu'il était nécessaire de transformer l'entreprise. Ma première mission a été de repositionner Endemol autour de 2 valeurs fortes, 2 piliers éditoriaux qui me sont chers, l'authenticité et la proximité. Et j'ai voulu aller plus loin et qu'Endemol devienne une société engagée. Une société engagée pour ses collaboratrices et collaborateurs, mais aussi à travers ses émissions. Nous avons notamment mis en place une politique RSE avec de nombreuses actions. L'une de nos grandes thématiques est celle de la parité, avec par exemple la mise en place du congé menstruel, la mise à disposition de protection périodique dans nos bureaux, la mise à disposition de places en crèche. Notre index d'égalité homme-femme est passé de 55 sur 100 en 2021 à 94 sur 100 en 2024. Endemol est aujourd'hui le reflet de son époque. Nous produisons des programmes qui sont plus que jamais ancrés dans la société actuelle. Drag Race France en est un bel exemple. Cette émission, qui est un concours de drag queen, véhicule des valeurs très fortes et a permis d'éveiller les consciences et de faire bouger les lignes.
C'est une émission de service public qui, au-delà de l'aspect talent show, aborde tous les sujets qui touchent les personnes LGBTQIA+. Cette émission prône l'ouverture d'esprit, l'acceptation de soi et des autres, et nous en sommes très fiers. Notre engagement est important dans la représentation de la jeunesse aussi, de la jeunesse d'aujourd'hui. Authentique et bienveillant, les participants de la Star Academy sont à l'image de cette jeunesse. Ils sont vrais, ne trichent pas, et il est facile de s'identifier à eux. Cette génération est inspirante et parle de sujets de société comme dans cette saison de Star Academy où plusieurs candidates véhiculent des messages féministes. Par exemple, vous avez peut-être vu cette séquence dans la quotidienne ou sur les réseaux sociaux où 3 candidates font un petit sketch entre elles pour illustrer la masculinité toxique. Cette séquence a créé de la discussion sur les réseaux sociaux. C'est aussi le cas de Secret Story qui a fait son retour sur TF1 en avril dernier. Nous avons souhaité réinventer cette émission en revenant à son ADN, le jeu, mais aussi pour qu'elle soit en phase avec son époque et toujours en phase avec cette jeunesse, qu'elle soit bienveillante, authentique et où la culture du clash est totalement proscrite. Depuis 4 ans, Endemol est donc devenue une entreprise engagée, à l'écoute de la société, et nous essayons d'être proactifs sur tous les sujets. Nous anticipons et nous nous adaptons sans cesse. La convention collective applicable à notre secteur ne prévoit aucune obligation spécifique au sujet des VHSS. Et pourtant, nous avons mis en place différentes actions de prévention, de sensibilisation et d'accompagnement de nos équipes, des participantes et participants à nos émissions, afin que chaque tournage se déroule dans un environnement respectueux, inclusif et bienveillant. On s'est saisi très tôt du savoir-être en entreprise. On a établi une charte qui rappelle à tous nos valeurs. Sur les sujets des VHSS, nous avons spécifiquement rédigé un protocole de signalement qui est affiché sur tous nos plateaux. Il indique le contact des référents VHSS et de la cellule d'écoute, ainsi que le process à suivre en cas de signalement. Ces éléments sont également complétés par notre règlement intérieur qui prévoit des mentions spécifiques sur le signalement de toute forme de harcèlement dans l'entreprise, ainsi que par le code de conduite du groupe Banijé auquel nous appartenons. Nous mettons aussi en place des formations pour les équipes. L'intégralité des équipes permanentes opérationnelles d'Endemol a suivi une formation sur les VHSS et nous prévoyons d'élargir cette formation aux intermittents en 2025. Je vais aussi vous donner 2 exemples en lien direct avec nos émissions. Nous avons mis en place sur le programme Prodige, qui est diffusé ce soir sur le service public, un protocole spécifique concernant les règles à respecter lors des tournages avec des enfants et sensibiliser l'ensemble des équipes au risque des VHSS. Ce protocole a par ailleurs été revu par une association en charge de la protection de l'enfance. Sur Drag Race France, nous avons rédigé un guide éthique et pratique LGBTQIA+, qui est envoyé à toutes les équipes en amont du tournage et quotidiennement avec la feuille de service. L'art drag est issu de la communauté LGBTQIA+, qui possède des codes qu'il convient de connaître et respecter. Chaque production a ses spécificités et nous avons une priorité, que ces productions soient des safe places pour nos candidates et candidats, tout comme pour nos collaboratrices et collaborateurs, et que tout le monde ait le bon réflexe, qu'il soit témoin ou victime. Je prends également la parole sur les tournages ou au sein des bureaux pour continuer de sensibiliser les équipes. C'est aussi le rôle des managers qui les accompagnent au quotidien. Lorsque j'ai pris mes fonctions, Endemol ne produisait plus aucune émission de télé-réalité. Aussi, nous sommes repartis de zéro et avons développé différents process, protocoles spécifiques à ce genre, qui répondent à des situations, des risques potentiels, comme sur la Star Academy ou Secret Story. Il y a d'abord le process de casting. Lorsque le profil des candidats est éditorialement validé, un process en plusieurs étapes se met en place. Parmi ces dernières, les candidats vont échanger avec 3 professionnels de la santé qui... Je me suis trompé de page. Hop. Je vois que vous avez de nombreuses pages, Ouais. ce qui me fait un petit peu peur sur le timing, je vous le dis. Pardon. Allez-y. Professionnels de la santé, psychologues, psychiatres et médecins. Il faut que ces 3 professionnels nous donnent un avis favorable pour que ça fonctionne. Un seul avis défavorable et le potentiel candidat n'intégrera pas l'émission. Le lapsus. Nous ne prenons aucun risque. Tous les candidats sélectionnés revoient le psychologue dans les jours qui précèdent le début de l'aventure. Durant l'émission, les candidates et candidats peuvent consulter le psychologue dédié au programme, le médecin ou tout autre spécialiste dès qu'ils le demandent. Ils sont également encadrés par une équipe de coordination avec qui ils nouent un lien de confiance. Le suivi psychologique se poursuit également à leur sortie. Nous sommes allés encore plus loin cette année. Nous avons mis à disposition un psychologue pour les proches des élèves, car nous savons que leurs proches sont directement confrontés durant la diffusion au risque de cyberharcèlement. Au-delà de l'accompagnement psychologique, les candidates et candidats sont sensibilisés en amont à travers plusieurs entretiens individuels, notamment avec Jean-François Rubinstein et moi-même. Nous rappelons l'importance de la bienveillance dans nos programmes et nous faisons un focus sur le sujet des VHSS, afin qu'ils sachent comment réagir s'ils sont témoins ou victimes. Nous lisons également la charte de vivre ensemble et nous déroulons avec eux le règlement de jeu afin de s'assurer qu'ils ont bien compris le cadre au sein duquel le programme se déroule et d'installer un climat de confiance. J'ai évoqué le protocole de signalement, mais il y a aussi le protocole de contrôle d'image pour les scènes intimes.
Le protocole de gestion de crise pour appréhender par exemple un comportement inapproprié, des faits de harcèlement moral, sexuel. Tous ont pour but de permettre aux équipes sur place de réagir. Nous pourrons vous mettre bien sûr à disposition ces protocoles. Et ces documents, si vous le savez, on a tout un arsenal qui est à votre disposition. Nous continuons de nous mobiliser pour une prise de conscience collective. Notre métier est de raconter des histoires, mais notre rôle est aussi de faire changer les comportements, évoluer les mentalités et que tout le monde se saisisse de ces sujets. Je me tiens à votre disposition, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, pour répondre à toutes vos questions. Merci. Qui souhaite faire un propos liminaire? Allez-y. On va le faire dans l'ordre comme ça vous va? Monsieur Lussato, allez-y. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, bonjour. Je vous remercie. Je suis très heureux d'être aujourd'hui devant vous et d'avoir l'opportunité d'échanger sur ce problème de société majeur qui nous impacte, qui impacte nos entreprises comme elle impacte tous les secteurs d'activité. Adventureline Production est une entreprise qui a été créée en 1972 par un fondateur, Jacques Antoine. C'est donc une des plus anciennes sociétés de production audiovisuelle en France. Elle est spécialisée dans les programmes de flux et notamment dans les émissions et les jeux d'aventure. Elle produit 4 programmes de façon récurrente depuis plusieurs années. Koh-Lanta, vous l'avez cité tout à l'heure, Fort Boyard, La Carte au Trésor et une dernière qui est moins connue, Cleaners, les experts du ménage. La société produit aussi de façon plus occasionnelle des programmes dans des genres variés qui vont du documentaire ou du factuel au magazine. Ainsi, en 2024, nous avons également tourné le magazine de mode Canal Pew pour Canal+, et coproduit avec une autre société du groupe le programme musical Popstar pour Amazon. ALP, vous l'avez dit tout à l'heure, appartient depuis 2016 au groupe Banijé, qui est une entreprise française et qui est aussi le premier groupe audiovisuel indépendant dans le monde. On compte à ce jour 26 salariés permanents, 2 contrats d'alternance et à peu près une centaine d'équivalents temps plein du fait du recours aux intermittents du spectacle sur nos productions. ALP, comme son actionnaire Banijé, sont mobilisés et sensibilisés par la problématique des VHSS depuis longtemps. Nous avons mis en œuvre des dispositifs de prévention et d'alerte face aux VHSS que nous faisons évoluer et améliorons régulièrement. Nous avons des référents VHSS dédiés et formés sur chacune de nos principales productions. Nous avons également désigné des responsables VHSS, des référents VHSS, parmi les équipes permanentes de la société. Nous avons mis en place, dans les contrats de travail, dans les DUR, les documents uniques d'évaluation des risques, dans les contrats de nos prestataires, dans les règlements des émissions, des clauses spécifiques, des clauses d'éthique et de bonne conduite. Enfin, ALP, comme ses collaborateurs, bénéficie, comme dans toutes les filiales du groupe Banijé, de la cellule d'écoute anonymisée que le groupe a mise en œuvre. Nous avons eu à traiter en mai 2018, un cas de VHSS qui a eu un très fort retentissement à l'occasion du tournage de Koh-Lanta. C'était à l'occasion de la saison 19 de Koh-Lanta. Je sais que Fabrice Bailly du groupe TF1 a eu l'occasion de vous parler de ce cas lors de son audition. Dans la nuit du 8 mai au 9 mai 2018, lors du 5e jour de tournage de cette saison, nous avons été alertés d'une potentielle agression sexuelle d'un candidat de Koh-Lanta sur une candidate. Nous avions immédiatement réagi pour protéger la plaignante, d'abord en la mettant en sécurité, en l'isolant de son agresseur présumé et en lui faisant bénéficier d'un encadrement médical et psychologique. Nous avons également fait bénéficier de cet encadrement psychologique et médical aux autres candidats présents et aux équipes de tournage. Cela nous a in fine conduit à annuler le tournage et à ne pas livrer le programme à notre client TF1. Notre seul objectif, notre seule considération avant tout autre, était la protection des personnes et de nos collaborateurs. Nous sommes évidemment à votre disposition pour vous décrire de façon plus précise cet événement et les mesures que nous avons mises en œuvre à cette occasion-là, si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Alors, qui souhaite faire... Alors, je vous propose qu'on continue dans l'ordre. Toujours, Madame Fayard, ça va? Désolée, du coup, vous êtes à la fin. Vous serez la dernière. Bonjour. Alors, avant tout, vous dire que je suis très heureuse. Ah, ça marche pas. Ok, c'est bon? Ouais, c'est mieux. Vous dire avant tout en ouverture que je suis très heureuse d'avoir été convoquée aujourd'hui, puisque je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est au cœur des préoccupations de B-Prod et du groupe Banijé, dont B-Prod est une filiale parisienne. Les dispositifs de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel sont bien sûr une priorité pour nous en tant qu'employeurs et bien entendu à double titre en tant que producteurs de contenu diffusé à un large public en France. Pour présenter très rapidement B-Prod aujourd'hui en 2024, c'est 313 heures de contenu
pour différents clients. Plus de la moitié sont de la télé-réalité, qui est le genre télévisuel qui vous intéresse aujourd'hui, en précisant tout de même que c'est un genre très vaste qui inclut un nombre de types de programmes très différents les uns des autres. Je soulignerai que nous agissons pour autant toujours en tant que producteurs dans un cadre régulé, puisque dans le cadre de commandes, quand les programmes sont commandés par des diffuseurs soumis en France, sont soumis à la régulation et aux obligations de l'Arcom. À ce titre, les chaînes, nos clients répercutent sur nous, les producteurs, ces obligations et nous demandent de les garantir quant au respect des règles éthiques, bien sûr, et plus généralement en matière de droit du travail, ce qui inclut les VHSS. À date, aujourd'hui, notre dispositif concernant les VHSS s'articule autour de 5 étapes importantes. La première étant l'évaluation des risques. Frédéric Lussato vient d'en parler, je ne vais pas revenir dessus, mais avec un document unique qui est établi pour l'entreprise, mais aussi pour chaque programme. Deuxièmement, la mise en place de procédures de signalement et de traitement avec pour objectif de se conformer bien sûr à l'obligation légale de sécurité des employeurs et de définir une procédure qui permet aux salariés de pouvoir signaler un comportement inapproprié et à nous, en tant qu'employeurs, bien sûr, d'y remédier et de prendre les mesures et les sanctions nécessaires dans les plus brefs délais. Troisièmement, c'est la désignation et la formation des référents anti-harcèlement. Pour chaque programme, plusieurs référents sont identifiés et une formation de sensibilisation contre les VHSS a été établie par notre service juridique. J'ai moi-même suivi la formation Prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles de l'AVFT organisée par le CNC. Quatrièmement, la sensibilisation de nos salariés dans le but de s'assurer que chaque salarié est en mesure d'identifier une situation de VHSS. Une charte de bonne pratique dédiée à la prévention des VHSS et au rappel des règles de bonne conduite générale a été établie. Cette charte est signée par nos employés permanents. Elle est intégrée au package contractuel des candidats, et donc signée par eux. Et elle est également indexée aux conditions générales des CDDU des intermittents. Enfin, dernier point, c'est l'information. L'information, grâce à un affichage dans tous nos locaux et sur les sites de tournage, un affichage qui renvoie à cette charte de bonne pratique et qui mentionne bien sûr les contacts en cas de signalisation, si quelqu'un est victime ou témoin d'un VHSS. Pour conclure rapidement et ne pas prendre plus de temps, juste vous dire que nous avons, en tant que producteurs de télé-réalité, pleine conscience de nos responsabilités et particulièrement conscience de l'influence potentielle de nos programmes sur le public et que c'est justement cette pleine conscience qui nous a toujours poussé à faire évoluer nos procédures avec le temps et avec la société. Et nous continuerons bien sûr à les faire évoluer. Merci beaucoup. Monsieur Henriquet, vous souhaitez... Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le rapporteur, donc je suis Antoine Henriquet. Décidément, aujourd'hui, nous avons un problème de micro. Est-ce que c'est possible de passer avec celui d'à côté? Attendez. Pardon? Voilà, ça marche mieux ou pas? Non, ça marche pas du tout. Je vais essayer celui-ci, ça marche. Vous m'entendez? Non, pas du tout. Alors, attendez. Réessayez celui-là, oui. Je vais mettre en diagonale. Vous m'entendez mieux? Non. Ça grésille. On va l'attendre. Mes excuses parce que en fait, comme c'est le micro qui déclenche la caméra, parce que nous avons un système très particulier qui est que 2 micros ne peuvent pas fonctionner ensemble. Petit 1, règle 1. Règle 2, que ça déclenche la caméra. Donc en fait, si je pourrais vous faire parler sans micro, on vous entendrait, mais du coup, ça ne serait pas enregistré et diffusé, ce qui est un peu embêtant. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, ça Non, pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas. Alors il y a une solution si vous voulez. Oui, peut-être échanger avec Monsieur Blot le temps de, si ça vous embête. Ou venez au début. Comme ça, peut-être que le temps que vous parliez, peut-être que les derniers micros seront réparés. Venez là, oui. Ou alors c'est peut-être vous. Hein. On va savoir tout alors on va voir. Si c'est vous qui êtes. Ou alors c'est peut-être moi. Effectivement. Non, c'est magnifique. Allez-y. Très bien. Donc bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le rapporteur. Donc je suis Antoine Henriquet, président de A Production. Je ne vais pas reprendre tous les points de mes collègues parce que je les partage. Vraiment, je m'aperçois que nous suivons le même process à chaque fois sur chaque production. Voilà, chose importante, j'ai un mot que j'ai entendu une fois dès le début par Monsieur Blot d'ailleurs, c'est safe place. Et c'est ce mot que j'aimerais aujourd'hui aussi essayer de développer pour vous expliquer vraiment que nous sommes très
conscients de la responsabilité que nous avons quand nous produisons des émissions et que nous devons mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour que tout se passe bien. Rapidement, je vous présente A-Production. Donc A-Production est une société que j'ai créée en 2009. 12 salariés aujourd'hui. Nous produisons à peu près 300 heures de programme, un tiers de télé-réalité, peut-être la moitié de télé-réalité et d'autres documentaires, jeux et d'autres types de programmes. Nous sommes à peu près, pour vous donner une idée, on fait à peu près 1500 à 2000 feuilles de paye par an, donc c'est assez important. On est les troisième producteurs et j'ai rejoint le groupe Satisfaction il y a 5 ans maintenant. Satisfaction, Arthur, avec qui je travaille. Les sociétés sont très indépendantes les unes des autres. Et je produis, comme vous l'avez dit, beaucoup de TAT comme La Villa, Frenchy Shore. Je pense que nous allons en parler. La bataille des couples et d'autres émissions. Voilà. Donc, et notre ADN rapidement sur Aprod et la création originale. Voilà, on produit beaucoup de créations qu'on développe et qui ont un modeste succès à l'international. Et je pense que c'est aussi bien de le rappeler. Merci. Nous allons espérer. Allez-y. Madame la Présidente. Non, ça ne marche pas. Alors, est-ce que, du coup, vraiment, votre parole va être attendue, mais vous allez voir, ça va être comme ça, la dernière et la plus... Vous voulez que j'aille à la place de... Non, parce qu'il faut qu'on éteigne tous les micros, j'ai l'impression, pour qu'on puisse réparer cela. Donc, bonjour, bonjour. La régie, nous entendez-vous? Houston, on a un problème. Bonjour, bonjour. Nous sommes dans la station spatiale et nous souhaiterions pouvoir atterrir. Ça va arriver, ça va arriver. Mesdames et messieurs. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à la régie. Nous reprenons. Donc, Madame Duhaillot, allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame et Messieurs les députés.
Donc déjà, comme mes camarades, je vous remercie beaucoup de nous recevoir dans le cadre de votre commission d'enquête sur les sujets qui sont très importants pour nous, pour notre profession et pour nous chez CIE 89. Avant de décrire les dispositifs que nous avons mis en place, je vous propose de nous présenter. CIE 89 est une entreprise de production, filiale à 100% d'M6, qui est dans le paysage de vaisselle depuis 25 ans et que je dirige depuis sa création. Nous produisons pour les chaînes du groupe M6 divergents de programmes dans l'univers du divertissement. Pour n'en citer que quelques-uns, nous produisons des émissions de compétition culinaire comme Top Chef, des émissions de docu-réalité comme Mariée au premier regard, des talk-shows comme Piquante, des magazines comme l'Hebdo de la musique, des émissions de télé-réalité comme The Power. Cette année, CIE 89 aura produit environ 500 émissions et nous faisons travailler entre les contrats à durée indéterminée, les intermittents et les participants, près de 2400 personnes différentes chaque année. Dans un second temps, et même si ce sujet n'est pas spécifiquement le sujet du jour, je voulais aborder la question de la place et de la représentation de la femme dans nos émissions et dans nos équipes, qui est un sujet très important pour le groupe M6 et à titre personnel qui me tient très à cœur. D'ailleurs, mes équipes sont à 71% constituées de femmes. Ensuite, dans nos programmes. Dans Top Chef, on nous reproche toujours, de ne pas avoir suffisamment de femmes dans la compétition. D'ailleurs, vous-même, Madame la Présidente, vous en avez fait la remarque. Et pourtant, notre volonté a toujours été d'améliorer le manque de parité dans le secteur de la cuisine. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 17% des chefs cuisiniers sont des femmes et seulement 5% des chefs étoilés sont des femmes. Et dans la dernière saison de Top Chef qui a été diffusée, 50% du jury est féminin, 31% des participants étaient des femmes. J'ose à croire que nous aurons fait naître des vocations féminines. En effet, 16% des femmes aujourd'hui étoilées en France sortent de l'émission Top Chef. En tout cas, j'en suis très fière. Notre talk show Piquante, 100% féminin, féministe, humoristique et engagé, donne un espace de liberté de parole en prime time toutes les semaines sur Téva. Nous y abordons des sujets qui font bouger les lignes, tels que l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans ou encore la grossophobie. J'en viens maintenant au sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Nous avons appris en marchant. Nous avons décliné les dispositions de la loi de 2018 pour aboutir aujourd'hui à un dispositif qui n'est probablement pas parfait, mais constitue un maillage consistant pour lutter contre les VHSS. Premièrement, nous avons intégré des dispositions spécifiques au VHSS dans le règlement intérieur, ainsi que dans les accords qualité de vie au travail et égalité professionnelle. Deuxièmement, nous avons désigné en 2019 une référente harcèlement sexuel qui est par ailleurs élue du personnel, secrétaire du CSE. Elle travaille en production depuis plus de 30 ans, elle connaît parfaitement tous les métiers de la production et elle est très identifiée par l'ensemble de notre population intermittente. Troisièmement, nous avons travaillé avec les élus pour adapter en CSE en 2022 un texte qui définit de manière concrète ce que sont les agissements sexistes et le harcèlement sexuel, ainsi que la démarche à suivre en cas de signalement. Ces dispositions ont été ensuite intégrées dans tous les contrats de nos personnels intermittents. En 2022, nous avons formé tout le personnel encadrant des émissions en CDI chez CIE 89. Et en ce qui concerne les participants, nous leur faisons signer une attestation sur l'honneur dans laquelle ils certifient ne pas avoir fait l'objet d'une information judiciaire ou d'une procédure pour quelque motif que ce soit. Ils s'engagent à adopter un comportement irréprochable sur le tournage. Nous leur demandons la production d'un casier judiciaire vierge. Et enfin, ils sont évalués psychologiquement. Cette évaluation est réalisée par des psychologues qui sont extérieurs à CIE 89. Et ce dernier point nous est très précieux car il nous a permis d'écarter très régulièrement des candidats à nos émissions. Et enfin, parce que la clé de ces sujets, c'est aussi la communication, nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour les collaborateurs se trouvant dans les locaux de CIE 89 à travers des réunions de coordination, des panneaux d'affichage, le réseau social de l'entreprise. Avant chaque tournage, nous informons l'ensemble des collaborateurs et les candidats sur les dispositions VHSS, à travers un discours du référent harcèlement sexuel qui est sur place et en mentionnant son nom dans les feuilles de service qui est envoyé chaque jour aux équipes et aux prestataires. Tous ces dispositifs ont pour objectif de sensibiliser au VHSS tous les collaborateurs d'une production afin qu'ils soient capables de les identifier, mais aussi de rassurer et de sécuriser les éventuelles victimes sur le traitement qui sera fait de leur signalement. J'ai fini. Pour autant, je vous vois, j'ai fini. Pour autant, et en dépit d'un dispositif que nous améliorons chaque année,
Nous avons eu à déplorer 5 signalements relevant des VHSS sur les 5 dernières années et qui ont abouti à 2 rappels à l'ordre et 3 fins de collaboration de personnes en contrat d'intermittence ou de prestation. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Je vous remercie chaleureusement de vos propos liminaires. Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Erwan Balanant. C'est moi. Merci. Bon, vous nous avez tous fait un certain nombre de constats, rapidement ce que vous avez mis en place. Il me semble, si j'ai bien compris, vous avez à peu près tous et toutes des chartes ou des lignes de conduite. J'ai une première question. Est-ce qu'il vous a traversé l'esprit, à un moment donné, de travailler ensemble pour avoir une charte commune ? Alors vous allez me dire, on est très concurrentiel, ça va être compliqué. Je vous signale que LVMH et le groupe Arnaud ont réussi dans la mode à avoir une charte commune. Donc peut-être que vous pourriez aussi réussir. Alors ça pourrait être un élément intéressant pour justement, comme je pense que si vous avez les mêmes pratiques, vous allez uniformiser la réponse et ça pourrait être une bonne idée. Alors juste avant, j'ai peut-être mal compris, je crois que c'est Monsieur Blot, vous nous avez dit que vous n'aviez pas dans vos conventions collectives et les accords interprofessionnels d'obligation d'avoir un référent VHSS. Alors j'ai peut-être mal compris. Ou peut-être vous n'en avez pas, mais ça me paraîtrait étonnant. Voilà. Attendez, hop. Voilà. Un micro à la fois, je vous remercie. Pardon. Monsieur Rubinstein. Oui, sur ce sujet, aujourd'hui, la convention collective de la production audiovisuelle donc, qui nous est applicable ne prévoit pas de mention spécifique en l'état actuel sur le sujet des VHSS. Il y a évidemment des discussions qui sont en cours avec les différents syndicats pour faire évoluer cela. Alors évidemment, on n'a pas attendu la mise à jour de notre convention collective pour travailler sur le sujet. Sur la charte collective, Monsieur Lussatour ? Oui, je pense que justement, la négociation en cours entre les partenaires sociaux dans le cadre de l'avenant VHSS de la convention collective est le lieu de ce travail collectif entre les employeurs. C'est le meilleur endroit pour que les employeurs se réunissent et discutent ensemble de protocoles conjoints. Monsieur le rapporteur, une autre question après Jean-Ché. Oui, vos émissions rapportent beaucoup d'argent, je crois, non ? Je ne sais pas. Parce que vu le nombre d'émissions, et le flux de programmes, le remplissage qu'elles font d'un certain nombre de chaînes, je me dis que ça ne doit pas être des opérations qui ne sont pas si inintéressantes. Donc ça veut dire, par ricochet, que vous prenez parfois un certain nombre de risques financiers. Et je voulais savoir sur comment fonctionnait le système assurantiel vous concernant. Est-ce que vous avez des assurances ? Et puis, comme une de vos entreprises a quand même eu un accident très grave ALP sur Drop il y a quelques années. Comment fonctionnent est-ce qu'il y a un système assurantiel et est-ce que vous avez pu faire fonctionner un certain nombre d'assurances pour les victimes de cette tragédie, mais aussi, quand vous avez des questions d'interruption de tournage suite à des signalements et que vous décidez de tourner, est-ce que vous avez tout simplement un système assurantiel ? Qui souhaite répondre à cette question sur l'assurance ? Monsieur Lussatour. Ouais, comme le sujet Drop a été évoqué, effectivement, il concerne notre entreprise, donc je vais y répondre. Évidemment, nous avons des assurances. Nous avons des assurances de production qui couvrent l'annulation du programme ou les surcoûts éventuels que nous pourrions avoir en raison de sinistres. Et puis, dans le cas d'ALP, mais ça n'est pas obligatoire, nous avons toujours souscrit sur nos émissions principales des assurances qu'on appelle individuelles accidents, qui couvrent les participants eux-mêmes dans l'hypothèse où il leur arriverait un problème. Donc, pour vous répondre sur Dropt, les participants de Dropt, ainsi que les salariés de Dropt qui étaient impliqués dans l'accident, ont tous été couverts par ce dispositif d'assurance. Sur les VHSS, en revanche, il n'y a pas aujourd'hui de dispositif spécifique, en tout cas pour notre entreprise, qui nous était proposé par nos assureurs. Donc, quand vous avez dû, en 2018, quand vous avez dû, en réalité... Voilà, il ne faut pas toucher les micros. Quand vous avez dû ne pas, vous n'avez pas pu livrer le programme une saison entière, là, pour vous, il y a eu un système assurantiel ou pas du tout ? Nous n'avons pas été couverts par notre assureur qui n'a pas reconnu sa garantie. Allez-y, Madame Morlier. Oui, je voulais juste confirmer ce que disait Monsieur Lussatour. Effectivement, nos assurances ne prévoient pas
dans les différents risques de production qu'on peut convenir avec eux, on ne prévoit pas le risque d'un arrêt de production en raison d'un harcèlement sexuel. Ou en tout cas de VHSS lié à... Voilà. C'est quelque chose qu'ils n'assurent pas à date. J'ai une question simple, c'est combien faites-vous dans les pics d'audience d'auditeurs les uns et les autres dans les programmes qui marchent le mieux? Alors, en nombre de téléspectateurs, sur la Star Academy, qui est un de nos programmes qui fonctionne le mieux, on peut monter à 3,5 millions, 4 millions avec le replay sur les programmes de prime time. Les pics d'audience sur la quotidienne sont aux alentours de 2,5 millions. Voilà, ça c'est notre meilleure audience. Pardon, sur la TNT, nous, sur une villa ou sur une bataille, on est à peu près entre 400 et 500 000 téléspectateurs tous les jours. Ces programmes sont diffusés entre 18h et 20h. Alors, Frenchy Shore, je ne sais pas. J'ai essayé de savoir et Paramount Plus ne m'a pas donné les chiffres. Les plateformes sont généralement assez Ce programme est vraiment entaché de beaucoup de questions. Monsieur Magne ou Madame Fayard ou Monsieur Luciato C'est bon. Sur nos programmes, nous, pareil, c'est des quotidiennes de télé-réalité sur la chaîne W9 de la TNT. Donc, on est en moyenne entre 500 000 téléspectateurs en audience veille et avec une audience digitale qui s'additionne à J+7, J+14 et qui peut aller parfois jusqu'au double d'audience. D'accord, merci. Monsieur Luciato. Pardon, sur nos 2 programmes phares, Koh-Lanta, on est en moyenne avec le replay autour de 4,5 millions de téléspectateurs. Et Fort Boyard, par exemple, on est autour de 2,5 millions le samedi soir sur France 2. Merci. Top Chef, le fameux. Top Chef, je dirais 2,5 millions avec un peu plus de replay, ça peut-être aller à un peu plus de 3 millions. D'accord. Donc vous avez une audience extrêmement large, on est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire... Oui, allez-y. Je peux rajouter quelque chose? Juste pour vous dire, l'âge moyen du téléspectateur de la villa, à votre avis, il est de quel âge? Ah ben j'en sais rien du tout. Je vais vous le donner, 42 ans. D'accord. Sur une villa des cœurs brisés sur TFX. D'accord, très bien. Ok. Merci pour cette précision. Du coup, évidemment, la question des représentations que vous diffusez se pose de manière très importante, puisque je pense qu'en fait, vous êtes ici les personnes qui touchaient le plus par un programme de gens, en dehors de l'information qui sans doute atteint vos scores d'audience. Pardon ? Et du sport. Oui, et du sport, oui, c'est vrai, et du sport, tout à fait. Mais donc en fait, vous êtes quand même des acteurs extrêmement importants des stéréotypes qui peuvent être véhiculés. Et il y a quand même eu plusieurs fois des alertes sur ce que véhiculaient vos programmes. Alors, je peux prendre les Frenchy Shore au hasard, où les actes sexuels, je vais dire, sont quand même omniprésents dans le programme. Mais on peut aussi prendre les Marseillais, par exemple, où il y a aussi eu... c'est qui les Marseillais? C'est vous les Marseillais, où il y a aussi eu un sujet. Alors, Koh-Lanta, vous en avez parlé. Mais en fait, tous et toutes, finalement, sur vos programmes, il y a eu des problèmes comme ça. Quand ça s'est présenté. C'est-à-dire que le principe de vos programmes, c'est que vous ne pouvez pas toujours intervenir avant que ça... Enfin, sur le moment où ça arrive. Mais quand ça s'est présenté, qu'avez-vous fait ? Et qu'avez-vous fait vis-à-vis des 3 millions ou des X 100 000 personnes qui regardaient le programme? Je vais peut-être parler d'abord au titre de Koh-Lanta, puisque vous l'avez évoqué, c'est une émission d'aventure, c'est un jeu d'aventure. Donc c'est un programme qui, dans son concept, n'a strictement rien à voir. La télé-réalité, c'est un terme très vaste, ça désigne beaucoup de choses très différentes. Donc on est sur un jeu d'aventure. Et Koh-Lanta est probablement plus proche de Fort Boyard que d'autres programmes. Mais ce n'est pas une question de jugement de valeur, c'est un simple constat de ce qu'est le contenu de ce programme-là. Non, sur Koh-Lanta, qu'est-ce qui s'est passé? Comment sommes-nous On a évidemment renforcé nos protocoles. Après, ils existaient déjà avant, mais on a renforcé nos protocoles. Les référents VHSS, c'est plus récent, évidemment. Nous avons renforcé les protocoles que l'on fait signer aux candidats dans le cadre des règlements de jeu et de leur contrat de travail, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils sont salariés. Nous avons mis en place un certain nombre... Nous avons formé les équipes médicales, par exemple, qui sont au contact permanent des candidats.
Nous avons formé nos psychologues à ces questions-là. Les psychologues font passer des entretiens très longs avec les candidats aujourd'hui, puisque ce sont des entretiens qui durent entre 35 et 45 minutes pour chacun de ceux qui sont castés. Nous avons renforcé nos procédures. Oui, juste une petite précision sur Koh-Lanta. Vous posiez la question sur qu'est-ce qu'on a fait après. Mais ce qui est important sur le cas de Koh-Lanta en 2018, c'est qu'est-ce qu'on a fait tout de suite. Vous nous l'avez décrit dans le propos liminaire. Donc Oui, mais c'est un point important parce que l'intervention a eu lieu immédiatement et les personnes ont été isolées immédiatement et prises en charge immédiatement. Merci. Oui, et vous faites bien de le rappeler. Et donc, il y a eu une action sur le moment. Je ne sais pas qui voulait répondre à ce que vous avez fait quand vous avez été témoin de violence. Oui. Quand on est témoin de violence, on agit tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de... C'est-à-dire que vous virez le candidat... Exactement. Immédiatement. Immédiatement. Tous, vous faites ça. Je ferai un oui. Pardon, je peux peut-être vous donner un exemple précis sur la Villa des Cœurs Brisés. Donc on est à la 10e saison. Sur à peu près 500 candidats, parce qu'on a eu à peu près 500 candidats pendant les 10 saisons que nous avons tourné la Villa des Cœurs Brisés, on a eu 2 problèmes. Le premier, à l'époque, avec un candidat qui a justement tenu des propos sexistes, déplacés, et au bout de 48 heures, on l'a sorti du programme. Et on l'a fait d'ailleurs à travers l'antenne, puisque nous avons la chance d'avoir une thérapeute dans cette émission qui lui a fait savoir haut et fort que son comportement était inacceptable et qu'il n'avait rien à faire dans l'émission. Donc là encore une fois, il est parti au bout de 48 heures. Et le deuxième, pareil, c'était un mauvais joueur sur une bataille des couples, il a perdu. Là encore, il a eu un comportement agressif et j'ai pris la décision avec mes équipes de le faire quitter l'aventure de suite. Donc effectivement, l'exclusion est la chose qu'on fait dans ces cas-là. Oui, c'est pareil chez nous. À partir du moment où il y a violence, il y a exclusion. Il n'y a pas de doute et ça fait partie du briefing de départ des candidats, ça fait partie des règles claires que tous les candidats connaissent. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Là, vous avez parlé des cas où il y a violence avérée entre candidats. Moi, j'ai parfois vu des émissions du type... télé-réalité où vous avez des personnes qui sont en opposition pour former des couples, etc. Enfin, j'ai jamais trop compris le concept, mais j'ai vu parfois des clashs. Et il y a la notion de cette culture du clash. Cette culture du clash qui est parfois violente, violente vis-à-vis de quelqu'un qui prend des... Enfin, je ne sais pas si c'est des insultes ou des jugements sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait. Et cette culture du clash, elle a tendance à se développer dans notre société via les réseaux sociaux, et vous n'êtes pas responsable de tout, évidemment. Est-ce que vous avez une réflexion sur, justement, vous dire, on peut peut-être faire de la télé-réalité en rendant la réalité, et vous, en étant prescripteur d'une autre vision du monde, de la compétition, des relations entre les gens. Je prends Koh-Lanta, j'ai quelquefois regardé l'émission, très très rarement, mais c'est pareil, c'est des compétitions où parfois il y a des clashs, quoi. On les voit s'engueuler, on les voit partir en criant. On n'est pas... Alors c'est mon côté bisounours, mais on n'est pas dans un monde complètement bienveillant. Et est-ce que vous avez imaginé cette bienveillance, même sur les émissions Top Chef, qu'à un moment donné, pour le coup, j'ai beaucoup suivi. Parfois, alors je crois que ça s'est largement amélioré, mais à un moment donné, les critiques, les chefs, n'étaient pas toujours... Alors je sais que c'est un monde difficile, le monde de la cuisine, mais c'était parfois pas complètement empathique. Donc, est-ce que vous avez une vraie réflexion là-dessus? Parce que Madame la Présidente l'a dit, vous êtes prescripteur sur de nombreuses personnes, pas que des jeunes visiblement, et donc vous avez un rôle, je crois, dans cette recherche d'un monde où on essaye de se parler un peu plus calmement, sereinement et empathiquement. Madame Duhaillot. Je ne vais pas répondre sur Top Chef parce que pour le coup, je l'avais pas perçu, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que je pense, en tout cas, nous, chez Studio 89, on a évolué, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les hommes et les femmes d'il y a 5 ans.
La télévision a évolué, le monde a évolué, et je ne sais pas ce que vous appelez la culture du clash, parce que je pense qu'elle appartient beaucoup plus aux réseaux sociaux que chez nous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'était peut-être pas le cas il y a encore 10 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez une altercation dans les émissions, elles ne sont pas montées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une altercation sur nos tournages, on intervient. Et si jamais c'est filmé, on ne le montrera jamais. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience de la bienveillance du monde dans lequel on doit être. Alors ça a l'air extrêmement naïf comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup évolué par rapport à ça. Qui d'autre souhaite répondre, Monsieur Blot? Nous, on a tout à fait conscience de cette culture du clash et on a décidé de pas aller dans ce sens-là. Donc les clashs sont tout simplement interdits dans nos émissions. On fait des entretiens individuels avec chacun de ces participants de nos émissions où on leur dit très simplement, pas de clash. S'il y a un clash, vous ne faites plus partie de l'émission. Donc c'est très très simple et ça fonctionne plutôt bien. Et notre cast aussi, nos process de casting font qu'on ne va pas vers des individus qui vont avoir tendance au clash. Donc ça, c'est vraiment une réflexion qu'on a eue importante. L'administratrice me soufflait à l'oreille, il faudrait qu'on fasse ça à l'Assemblée, mais non. Il y avait Madame Fayard qui avait demandé la parole. Oui, sur ce point, je voudrais effectivement insister sur le fait que difficile de comparer une émission qui a pu démarrer il y a 12 ans avec une émission d'aujourd'hui en termes de télé-réalité par rapport à cette fameuse culture du clash qui reste encore à définir. Mais il est évident qu'aujourd'hui, je rejoins complètement le point de vue de Florence Duhaillot, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne diffuse pas, on n'autorise pas que les disputes puissent aller loin, ni verbalement, ni physiquement. Au-delà de ça, on veille toujours à la pluralité des points de vue lorsqu'il y a une opposition. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est-à-dire de montrer que sur une même histoire, sur une même problématique, plusieurs personnes vont porter des points de vue différents. Ça, c'est quelque chose qu'on a au fur et à mesure du temps intégré énormément à notre narration de télé-réalité. Moi, j'aimerais revenir sur plusieurs éléments. Le premier, c'est... on va commencer par le dernier en date, celui de 2024, quand donc ça concerne B-Prod. Quand Bastien Grimal, alias Bastos, youtubeur et ancien participant à des émissions de télé-réalité, a affirmé à plusieurs reprises que de la drogue circulait en abondance sur le plateau de certaines de vos émissions. C'est beau, voilà. Votre société de production a nié, évidemment, la présence de drogue, et vous aviez annoncé le dépôt de plainte pour diffamation. Est-ce que vous pourriez nous confirmer aujourd'hui que la plainte a été déposée? Alors, je vous le confirme complètement, que la plainte est déposée et qu'il y a donc une action en cours. Donc, voilà, ça va évidemment être suivi. Et au-delà de ça, je vous confirme aussi qu'il n'y a bien évidemment pas de drogue, et encore moins comme ça avait pu être insinué, nous ne sommes en aucun cas fournisseurs de drogue sur les tournages. Vraiment en aucun cas. Ok, nous l'entendons. Pour Studio 89, à moins que tu veuilles... Vas-y. Pour Studio 89, il y a eu une information judiciaire ouverte pour viol en 2022. C'est vous? Ouais. D'accord, ça vous dit quelque chose. Et les plaignantes se sont plaintes du manque de réaction de Studio 89. Du coup, vous pourriez nous décrire un peu ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, je rappelle, c'est en 2021, Ilan Castronovo, un candidat connu de Prince et Princesse de l'amour et des Marseillais sur W9, a été mis en cause pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Une information judiciaire pour viol a également été ouverte contre lui en 2022. Le manque de réaction de Studio 89 a été pointé du doigt par plusieurs plaignants. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le candidat dont vous parlez a eu un geste obscène sur une de nos émissions envers une candidate, et c'est lui dont je parlais tout à l'heure, en disant on l'a sorti tout de suite. Voilà. Donc en fait, ensuite, la chose dont vous parlez, nous, à cette époque-là, on ne l'a pas du tout, et c'est pas du tout ça. Nous, on a réagi exactement au moment où il fallait réagir. Ok, d'accord. Pour Endemol, je solde tous les dossiers comme ça. Voilà. Donc alors, pour Endemol, en 2023, TF1 et la société Endemol ont été condamnés pour avoir filmé en coulisses et diffusé en direct à leur insu, dans le cadre du concours Miss France 2019, des images de 2 candidates apparaissant avec la poitrine dénudée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur comment ça s'est passé et qu'avez-vous pris comme disposition à la suite de ça? Alors, moi, j'étais pas là. À ce moment-là, j'étais pas encore à la tête d'Endemol. Donc, bien sûr qu'on a suivi cette histoire.
Bon, voilà, c'est une erreur qui a été faite sur quelque chose en direct. Je ne peux pas en dire de plus. Je crois qu'on a été condamné par ailleurs pour ça. Voilà, nous, c'est pour ça aujourd'hui, dans notre culture d'entreprise, on fait très 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 attention. Nous, on préfère prévenir. On est vraiment dans la prévention, on est dans la formation, on est dans toutes les étapes qui sont avant le tournage. Et on accompagne aussi après le tournage. Moi, ce que je voudrais dire aussi, on parle de la violence faite aux femmes, des propos sexistes, mais dans nos émissions, mais je pense que la plus grande violence, elle est ailleurs, elle est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et nous, on est là aussi pour protéger les participants et nos collaborateurs de cette violence. Et ça, c'est un problème qui est très important aujourd'hui. Le problème le plus important aujourd'hui pour moi, il est ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport aux gens que nous, on met à l'antenne. Et on a conscience mais ça, de ça. C'est un point très intéressant. C'est-à-dire que il y a des personnes qui passent chez vous qui sont régulièrement la cible de cyberharcèlement, parfois très violent, de raids, etc. Comment vous faites dans ces cas-là? Est-ce que vous avez une démarche vis-à-vis des réseaux sociaux, type Twitter, Instagram, etc. Est-ce que vous demandez la suppression, la modération? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Bien sûr. Alors déjà, on parlait de l'accompagnement qu'on fait quand même en amont. Ce qui est très important, c'est qu'on va signaler effectivement à chaque participant ceux à quoi ils vont être confrontés, on les sensibilise et on leur déroule notamment un guide de modération pour les accompagner justement sur la manière de gérer leurs réseaux sociaux avant l'émission, mais aussi après. C'est-à-dire que typiquement, un candidat sort d'une émission, sort d'un programme qui a été produit par Endemol, on ne va pas juste lui laisser rallumer son téléphone et ne pas le prévenir sur ce qui a pu se dire pendant qu'il était dans le programme. Ce sont des émissions effectivement d'enfermement et donc on les accompagne évidemment à ceux à quoi ils vont faire face. Pour des candidats qui potentiellement ont pu faire face à un cyberharcèlement important, on va installer sur leur téléphone un logiciel qui s'appelle Bodyguard, qui leur permet de filtrer les commentaires haineux qui peuvent exister sur les réseaux, et on va les accompagner dans le signalement de tous les commentaires qui peuvent être postés et qui sont tout simplement inacceptables. Mais vous ne faites pas de démarche vis-à-vis de Twitter ou de... Oui, monsieur Isato. Oui, sur Koh-Lanta, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, effectivement, d'avoir des candidats qui avaient droit à un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, des appels au meurtre parfois, et effectivement, on a fait des signalements au procureur de la République, mais on a fait aussi des signalements auprès des plateformes. Malheureusement, face aux plateformes américaines, on sait que ce n'est pas toujours très simple d'obtenir satisfaction. Madame Le... Ah, pardon. Est-ce que vous signalez via Pharos, par exemple? Absolument. Okay. J'imagine que le signalement judiciaire... Madame Legrain. Oui, merci Madame la Présidente. Alors j'aurais voulu vous parler d'un cas en particulier qui soulève, je pense, la question du repérage de ces violences et de qu'est-ce qu'on appelle des violences. Qu'est-ce que, sur le moment ou rétrospectivement, au moins rétrospectivement, on peut qualifier de violence. Je voudrais parler du cas Ilona Goss et Julien Bert. Donc je crois que ça concerne Studio 89 et Banijay. Donc vous le savez, Ilona Goss qui a révélé sur YouTube les violences psychologiques et physiques que lui aurait infligé son ancien compagnon de vie et de télé Julien Bert, qui formait un couple parfait qui est passé dans un certain nombre d'émissions de télé-réalité. Bon, il y a eu une plainte, je ne vais pas m'attarder sur la question judiciaire, mais il y a eu aussi tout un travail fait par des internautes de montage de vidéos, d'émissions, d'extraits des princes et des princesses de l'amour et du reste du monde pour montrer que en réalité, il y a des tas de séquences qu'on peut rétrospectivement interpréter comme des séquences montrant une certaine toxicité de la relation, montrant une certaine violence. Ce qui a été pointé, c'est que dans l'émission Le Reste du Monde, en réalité, il y a une scénarisation qui fait d'Ilona Goss une femme un peu fragile et hystérique avec un compagnon qui, lui... serait plutôt bien montré et aurait un peu du mal à gérer ses réactions. Mais il y a aussi des passages où on comprend qu'elle a une réaction après quelque chose de grave qu'il aurait fait, mais ça n'a pas été montré. Bon, il y a en fait toute cette interrogation sur, au moment du tournage, au moment de la production de ces émissions de télé-réalité, la détection ou non de ce qu'on peut caractériser quand même comme des faits de violence et de violence psychologique, et la façon dont tout ça est scénarisé, voire un peu romantisé sous la forme d'un couple toxique ou de crise de couple. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler, parce que vous dites que sur le moment, vous réagissez tout de suite, donc est-ce que vous pouvez en tout cas donner votre regard, sur, au moins aujourd'hui, sur ces scènes-là, l'analyse que vous pouvez faire de signaux qui pourraient être loupés, alors pour les personnes que ça concerne, mais ça peut être aussi une réflexion générale pour chacun sur est-ce qu'il y a des moments où rétrospectivement on regarde quelque chose et on se dit on a loupé des signaux, ou même je vais aller un peu plus loin,
Est-ce que quelque part, parfois, la recherche de l'audience, elle ne repose pas sur le fait de donner à voir des choses dont on peut se demander si ce ne sont pas en fait des formes de violence dans les relations de couple. Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Allez, Madame Fayard. Vu que vous avez cité le reste du monde, je vais prendre la parole là-dessus. Alors, je pense qu'au-delà du cas Ilona Julien, sans dévoiler des choses de leur vie privée, parce qu'on n'est pas là pour ça, nous, à l'époque, même si on sait que c'est un couple qui est, on va dire, haut en couleur, qui a des hauts, des bas en permanence, c'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui fait des projets à ce moment-là, en tout cas, des informations qu'on a de leur part, c'est ça. Donc, on est loin de se douter de ce que vit Ilona, qu'elle a révélé plus tard via les réseaux sociaux et qu'on a découvert en même temps que le grand public. Donc à ce titre-là, vraiment, à ce moment-là, au moment des séquences dont vous parlez, dont je me souviens très bien, on ne connaît pas la situation dans laquelle elle vit avec lui. Maintenant, à partir du moment où il y a eu ces révélations de fait, il n'a plus jamais travaillé pour nous. Voilà, ça, il n'y a pas eu de sujet. Il n'a jamais été rembauché par nous. Donc ça, c'est quand même un point à souligner. Ilona, on a continué à travailler avec elle autrement. Et on a toujours été à l'écoute de nos candidats. Maintenant, il ne faut pas croire, des fois, on ne sait pas tout nous-mêmes des candidats, puisqu'on a comme information ce qu'ils nous disent eux-mêmes ou ce que nous disent les autres, mais je prends ça avec des pincettes, parce qu'il faut toujours se méfier de celui qui rapporte l'histoire de l'autre. Donc c'est à la source qu'on va chercher l'information, et quand on ne nous donne pas cette information, malheureusement, on n'est pas magicien, et on ne les a pas. Donc oui, des fois, on peut, aujourd'hui, rétrospectivement, revoir des séquences, en se disant, si j'avais su, ce jour-là, j'aurais dû comprendre. Mais là, on reste encore dans le cadre de la relation humaine, et il n'y avait aucun signe de violence apparente qui aurait pu nous faire prendre la décision à ce moment-là de dire « attention, il doit être exclu ». Donc voilà, ça c'est un cas particulier, mais je pense qu'effectivement ce qui est intéressant à travers ce cas particulier, c'est de se rendre compte à quel point notre travail, c'est un travail qui est basé uniquement sur l'humain. Et que même si on met énormément de procédures en place, vous parliez tout à l'heure de la drogue, même si je vous dis oui, il y a des procédures qui sont mises en place pour qu'il n'y ait pas de drogue sur les tournages. Et si un jour ça arrive, c'est déjà arrivé, j'ai déjà viré des candidats parce qu'ils avaient essayé de faire rentrer des substances dans un des tournages. Quand on le sait, on agit. Des fois, ça peut nous échapper, et surtout sur la relation humaine, parce que personne n'a toutes les informations, à part les gens qui les vivent. Donc s'ils ne parlent pas, on ne peut pas savoir. Et on fait tout pour favoriser le dialogue et favoriser la confiance qui nous unit à eux, dans le but, évidemment, d'en savoir un maximum et de pouvoir offrir un contexte de sécurité à tout le monde. Merci beaucoup. Madame Legrain, vous aviez un complément? Vous venez de dire justement, s'ils ne parlent pas, on ne peut pas savoir, on ne pouvait pas savoir. Je crois que la question qui se pose, c'est est-ce que vous pensez qu'avec les formations et le développement de formations, vous serez plus à même de détecter, parce que là on parle de moments où par exemple vous avez quelqu'un qui dit il a fait quelque chose de très grave, qu'est-ce qu'il faut qu'une femme qui est potentiellement elle-même est-ce qu'il faut forcément qu'elle se conçoive comme victime et qu'elle vienne vous témoigner de son caractère de victime pour que vous puissiez quand même détecter qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou qu'en tout cas au moins vous dire je n'ai pas envie de montrer ça à toutes les personnes qui nous regardent, j'ai pas envie de montrer cette image-là du couple parce que j'ai ce doute. Voilà. Le doute, je pense que vous pouvez l'avoir. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie de dire « elles ne nous ont pas parlé », tout ce que ça peut signifier pour plein de femmes victimes qui entendent ça. Je sais que c'est la difficulté de la détection, mais à un moment, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité à analyser des images, des séquences, à analyser des gestes, sans avoir forcément besoin du témoignage de la victime pour se dire « là, ça ne va pas, on n'est pas à l'aise, on arrête ça ». Alors, vous avez parfaitement raison. De toute façon, on apprend en marchant. Il n'y a pas de doute avec ça. Donc, c'est évident que notre regard sur le sujet des VHSS et globalement sur toutes les notions qui entourent la notion de consentement, la notion de sécurité pour tous, elle évolue avec le temps. Il est évident que le regard qu'on portait il y a 10 ans sur une séquence n'est pas le même qu'aujourd'hui, que le regard qu'on porte aujourd'hui quand on est présent sur un tournage, sur une scène qui se déroule devant nous, n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc évidemment qu'on évolue avec ça. Au-delà de ça, tout à l'heure, je n'ai pas dit que sous prétexte qu'elle ne nous l'a pas dit, on a fait semblant de ne pas voir. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est qu'il n'y avait aucun signe et aucune parole même de témoin. Il ne faut pas oublier que sur ces téléréalités, parce qu'il y a différents types de téléréalités, pardon, mais ça, je pense que c'est important quand même de le signaler. Il y a les téléréalités qui font appel à des anonymes, des gens qui n'ont jamais fait de téléréalité, qui viennent pour la première fois dans une téléréalité, qui en ignorent les codes. Et donc, évidemment, ils sont particulièrement
entourés, parce que c'est des premières fois. Là, on parle de candidats qui ont fait plus de 10 ans de télé-réalité. Donc, on parle de candidats qui vivent au sein d'une communauté présente sur ce tournage-là, avec les autres candidats depuis des années. Ils se connaissent. Très sincèrement, si personne n'a rien vu, c'est vraiment qu'il y avait un secret total autour de ça. Et que Ilona, malheureusement, avec ce qu'elle vivait, elle l'a vraiment gardé pour elle. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive très souvent qu'on puisse avoir des alertes aussi qui peuvent venir des autres candidats. Voilà, là, ce n'était pas le cas. Voilà, pour revenir sur ce point particulier. Mais c'est vrai qu'il y a une professionnalisation des candidats aujourd'hui dans la télé-réalité, ce qui fait que tous les candidats, tout ce qu'on vient de se dire là, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'un candidat qui a fait 15 télé-réalités, il est en pleine conscience quand il arrive dans un programme, ce qui est très différent d'un candidat qui arrive pour la première fois. Voilà. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions. Première question à vous, Monsieur Enrique Frenchy Shore. Ça y est, j'ai failli encore faire l'erreur. Qui est responsable de ce programme, en fait? Qui est responsable de la diffusion et de la programmation? Quelle est l'instance responsable de ce qui est diffusé? Je vais poursuivre mes questions, si vous voulez bien. Je vous donne la parole après. Monsieur Blo, c'est sur Drag Race France. J'ai une question toute simple, c'est quand est-ce qu'il y aura des drag kings dans Drag Race France? Et sur Top Chef et Madame Duhaillot, moi j'avais perçu, alors c'est vraiment un regard de téléspectatrice pour le coup, j'avais perçu une tension forte, je dirais ça comme ça, entre le chef Saran et une des candidates sur une des saisons. Alors évidemment, je ne retrouve pas le nom de la candidate. Et il se trouve qu'elle a été éliminée juste après les tensions qui étaient quand même assez perceptibles à l'écran. Et lui n'a pas poursuivi la saison d'après. Je voudrais que vous me rassuriez pour savoir qu'il ne s'est rien passé de l'ordre du sexisme ou des violences sexistes ou sexuelles. Alors, monsieur Enrique d'abord. Très bien. Concernant Frenchy Shore, laissez-moi vous rappeler un peu l'historique de ce programme, parce que c'est important de le donner. Nous ne sommes absolument pas, c'est pas un programme que j'ai développé moi, pardon. C'est un programme qui existe depuis 15 ans dans différents pays. C'est une franchise et Paramount Plus a lancé un appel d'offres il y a 2 ans auprès de différentes sociétés de production. D'ailleurs, je pense que la plupart sont à mes côtés aujourd'hui. Nous avons gagné cet appel d'offres. Et encore une fois, le Frenchy Shore, il y a d'autres programmes Shore sur la plateforme de Paramount Plus en France. C'est-à-dire que Frenchy Shore n'est pas le seul programme de cette franchise Shore en ce moment sur Paramount+. Je ne sais pas si je suis clair. Il y a des Shore. Alors, les Shore, c'est un principe très simple. Ce sont des jeunes qui partent en vacances un été pendant 15 jours et on les suit dans leur quotidien comme des jeunes. Voilà. Et donc, ces jeunes-là, cette fois-ci, ils sont français. C'est pour ça qu'on a appelé ça Frenchy Shore. Voilà. Et dans les autres pays, voilà, il y a un différent nom. Ça peut être en Angleterre, en Italie. Et donc, sur Paramount Plus, aujourd'hui, sur cette chaîne que vous avez chez vous, vous allez pouvoir regarder le Frenchy Shore, mais aussi les Shore des autres pays. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que Frenchy Shore n'est pas arrivé. C'est une franchise qui existait déjà sur Paramount Plus. Je suis producteur exécutif sur cette émission. C'est-à-dire que ce format ne m'appartient pas, cette franchise ne m'appartient pas. Donc j'ai un cahier des charges, moi, qui a été donné par Paramount Plus, que nous suivons, d'accord? Et ils connaissent bien ce programme, puisqu'ils le font depuis 15 ans. Et à partir de là, c'est Paramount Plus qui diffuse ce programme. C'est une signalétique moins de 16, c'est important de le rappeler aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme qui pourrait exister sur W9 ou sur TFX à 19h, j'en conviens. C'est un programme qui existe sur Paramount+, donc c'est une plateforme payante avec une signalétique moins de 16. Et les gens qui voient ce programme sont bien sûr au fait que c'est du moins de 16. Et après, effectivement, on en parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, le sujet, c'est aussi ça, c'est qu'il n'y a pas de régulation sur les réseaux sociaux et tous les extraits de Frenchy Shore se retrouvent allègrement sur les réseaux sociaux et cette fois-ci, malheureusement, visibles par le plus grand public. Donc voilà un peu comment est construit Frenchy Shore. Et encore une fois, c'est Paramount+, donc c'est cette plateforme, je crois qu'elle est diffusée en République tchèque, qui diffuse effectivement ce programme-là. Et Frenchy Shore, et vous pouvez regarder Frenchy Shore dans tous les Paramount+ à travers le monde. Donc je repose ma question juste une dernière fois, est-ce que c'est vous le responsable en fait de s'il y a des propos, s'il y a des agressions sexuelles, s'il y a des propos sexistes, etc., qui est responsable? Moi, en qualité de producteur exécutif, je suis responsable, donc je me dois de faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de sujet sur le programme, je me dois de mettre en place tout le process pour qu'effectivement, encore une fois, il n'y ait pas de sujet sur le programme, et bien après, c'est une mission qui appartient à Paramount+.
D'accord. Monsieur Blot sur Drag Race France et notre salut évidemment à toutes les drag queens magnifiques. Bon. Il y a déjà eu la présence de Drag King sur Drag Race France. Oui, tout à fait. Non, mais pas en tant que candidat. Non, mais c'est pour dire. Je tiens à dire, face caméra, que vous ne m'aurez pas sur Drag Race France. Donc il y a eu un Drag King. Je tiens à vous dire. Donc cette saison, la prochaine saison, c'est une saison All Star. Voilà. Donc qui a été annoncée. Donc on a une saison All Star. On réfléchit, franchement, très sérieusement, à des drag kings sur Drag Race France. On réfléchit aussi à des drag queens femmes aussi sur Drag Race France. Donc on est une émission totalement inclusive et on lâchera pas l'affaire. Je compte sur vous parce que c'est extrêmement important. Non, mais au-delà de la blague et au-delà de la... Vraiment, j'insiste sur le... Alors, le chef Saran, rassurez-moi. Je vous rassure totalement. Non, ça n'a rien à voir. En fait, on change le jury sur Top Chef et on offre à nos candidats d'avoir des gens différents. Et en fait, le chef Saran est parti pour des raisons éditoriales. Rien à voir avec... Monsieur le rapporteur. Oui, non, en réalité, Sur les mineurs, ouais, un petit focus sur les mineurs. Est-ce que certains d'entre vous ont des shows de télé-réalité avec des mineurs? Oui. Ouais, c'est pas. Oui, alors c'est vrai que entre la Starac et Voice Kids etc. Les anges de la télé-réalité, j'ai quand même regardé quelques images là pendant que vous étiez en train de répondre sur des clashs. J'ai quand même vu des clashs qui sont des clashs extrêmement violents. Hein. Pas sur ces émissions-là, mais sur des émissions de télé-réalité. Alors j'avoue que je n'ai pas... comment dire, c'était les anges de la télé-réalité. Alors je ne sais pas, saison 8, je crois. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes de tout ça. Non, mais j'ai fait une recherche Google. Non, mais attendez, parce que monsieur Henriquet... Permettez-moi un petit historique. Nous avons racheté la société LGE, mais nous ne produisions pas les anges à cette époque-là. Et il est vrai que je pense que les émissions que vous avez vues sont assez vieilles et les anges n'ont pas été produits depuis plusieurs années. Voilà, donc je pense que ce que vous avez vu sont des anciennes émissions. Ok. Donc sur les mineurs, c'est important. Comment vous les encadrez? Quel est leur cadre légal? Est-ce qu'ils répondent aux obligations des enfants du spectacle, c'est-à-dire médecine du travail, DRIETS, autorisation, etc. etc. Avant que Jean-François prenne la parole sur l'aspect réglementaire, moi je voudrais surtout dire qu'on a fait très attention, on fait très attention aux mineurs. On est arrivé, moi je suis arrivé il y a 4 ans, donc j'ai pris en charge l'émission Prodige où il y a des mineurs, leurs parents, donc on a mis tout un tas de process en place là-dessus. Mais juste un petit exemple qui a marqué tout le monde, c'est que en fait je me suis aperçu que les enfants quand ils allaient aux toilettes, c'était pas des moments spécifiques où il n'y avait que les enfants qui avaient accès aux toilettes. Donc clairement, donc aujourd'hui, il y a des moments précis et les toilettes sont interdites aux adultes quand les enfants y sont. Ce n'était pas le cas avant. Donc voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles personne ne pense et sur lesquelles nous on a des réflexions. Donc on va très loin dans tous ces process, dans toute cette protection de l'enfance et bien sûr on respecte la réglementation. Donc je vais laisser Jean-François développer ça. Non, et j'allais dire, pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis, hein, ça nous a amené donc à mettre en place un protocole spécifique donc, qui est affiché sur tous nos plateaux pour rappeler en fait, des règles simples de comment on se comporte quand on a une émission avec des enfants, quel que soit leur statut d'ailleurs, qu'ils soient salariés ou simples participants à l'émission. Hein. Donc Jean-Louis a parlé du fonctionnement avec les toilettes. On ne laisse jamais d'enfants seuls avec un seul adulte. C'est toujours 2 adultes minimum. On n'a pas de contact avec les enfants. Si on doit si on doit s'approcher d'eux, c'est un check, pas plus. Enfin voilà, on a formalisé ça dans un protocole spécifique. Et sur le sujet, j'allais dire plus contractuel, bien évidemment, donc on se conforme à la réglementation applicable. S'ils sont amenés effectivement à avoir un contrat de travail, on passe dans ce cas par la commission des enfants du spectacle avec un dossier et comme vous l'avez dit, la médecine du travail. Mais c'est pas forcément systématiquement le cas. Pas dans quel cadre ils n'ont pas de contrat. C'est-à-dire que il peut y avoir des enfants à l'antenne qui n'ont pas de contrat. On commence à... Exactement. En fait, sur un concours, par exemple, Prodige, qui est donc diffusé ce soir, c'est... Bon, promis, c'est la dernière fois. Donc, sur Prodige, qui est un concours, ils n'ont pas un statut de contrat de travail. En fait, ils participent donc à un concours avec un prix qui est remis, un gain et un enjeu. Voilà.
Jusqu'à la fin du concours, il n'y a aucun contrat. Parce que dans la phase de sélection, qu'on pourrait dire être une phase de casting éventuellement, mais après, quand vous avancez, je ne connais pas ce programme, hein. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pour ça que j'ai peut-être posé moins de questions, j'ai moins de connaissances sur le sujet de la télé-réalité. Mais juste, comment ça se passe jusqu'à la fin? C'est-à-dire que pour moi, un enfant qui fait une prestation à la télé, je pense même qu'il y a une jurisprudence, la jurisprudence autour de la télé-réalité, il doit avoir un contrat de travail. Donc, Prodige, vous ne savez pas ce que c'est, mais Prodige, c'est un concours de jeunes talents de musique classique. Il n'y a que 3 épisodes. Donc, c'est vraiment les très jeunes enfants ou enfants qui participent, ou mineurs qui participent à ce programme, et font très peu de prestations à l'antenne. On parle de quelques minutes à chaque fois de prestations. Donc, c'est très peu. Il n'y a pas de contrat de travail parce que c'est vraiment dans le cadre du concours. Pour compléter, donc la totalité, j'allais dire, de leur participation sur le plateau s'inscrit vraiment dans le cadre du concours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont amenés à interpréter, par exemple, un morceau, c'est pour concourir au concours des prodiges. Mais vous avez tout à fait raison, hein, si on était sur un programme différent qui ne relèverait pas d'un concours, évidemment, il n'y aurait pas de doute là-dessus. Ok, merci. Moi, je voudrais revenir un peu sur l'image des femmes qui sont véhiculées dans vos programmes, parce que donc je mets de côté les concours qui sont voilà, je me suis plainte sur Top Chef de fait qu'aucune femme n'a jamais gagné cette affaire, alors que toutes les femmes. Si. Il y a une femme qui a gagné. Exactement. 3 femmes. 3 femmes, d'accord. Bah, j'ai loupé des trucs. Parce que moi, chaque fois que j'ai regardé, c'était. Bref. Mais ils ont fait exprès, je suis sûre. Bon, je mets de côté l'histoire des concours, parce que bon, je pense que voilà, ça correspond à des choses. Mais alors, dans les télés, dans ce que moi j'appelle en fait télé-réalité, parce que les concours, j'imaginais même pas que ça puisse vraiment être sous la qualification de télé-réalité, mais j'entends que ça l'est. En fait, il y a plusieurs programmes où les femmes sont des corps, sont des objets de séduction, sont classées. Et je m'étais ouverte dans une autre audition sur l'émission où il y a des femmes qui vont dans les mariages d'autres femmes, là, comment ça s'appelle 4 mariages et une lune de miel. Et une lune de miel, voilà. 4 mariages et une lune de miel, où vraiment il y avait une espèce de convocation des impensés ou des réflexes sexistes dans la société qui font que les femmes se crêpent le chignon, qu'elles se trouvent moches et qu'elles sont jalouses entre elles, qu'elles vont elles vont dénigrer, voilà, je cherchais le mot correct et poli, elles vont dénigrer les personnes, les autres femmes qui ont leur mariage et tout ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement dégradant et extrêmement sexiste, en fait, dans ce que ça véhiculait des impensés de la société. Donc, est-ce que ça, là-dessus, alors j'ai entendu que vous aviez un peu revu le programme et réfléchi un peu. J'ai regardé 1 ou 2 épisodes de Mariée au premier regard, j'ai pas trouvé que c'était la même chose, c'est-à-dire que bon là le concept m'échappe complètement, mais ça c'est autre chose. Je comprends même pas l'objet, quoi, mais sur 4 mariages et une... non mais pardon, désolée, mais bref, 4 mariages et une lune de miel, vous pourriez nous en parler un petit peu sur pourquoi en fait. C'est pas nous. C'est pas nous qui produisons. Ouais, il n'y a aucun d'entre nous qui produit 4 mariages. En revanche, je peux vous parler de mariés. Ah bah allez-y, parlez-moi de mariés alors. C'est TF1 Prod, non? Ah oui, c'est ITV. Mais je ne vais pas vous parler de mariés parce que ce n'était pas un problème pour vous. Mais non, parce que ce n'était pas un problème pour vous. Et j'arriverai jamais à vous convaincre sur l'objet de cette émission. Voilà. Et comme l'image des femmes est très bien dans cette émission, on va s'arrêter là sur cette émission. Il y en avait d'autres. Hein, je ne sais plus quel est le programme aussi où on classe les femmes par... c'est dans Prince et Princesse qu'on classe les femmes par notes sur leur physique, non ? Je sais plus. Bon, allez, on va s'arrêter là. Va falloir qu'on progresse en culture générale de télé-réalité, monsieur le rapporteur, parce que là, on est nettement moins fort que sur d'autres auditions. Merci beaucoup à vous pour le temps passé.
Les auditions se terminent fin février. Il est possible que nous vous redemandions de venir si nous avons des questions complémentaires. Nous pouvons aussi vous envoyer des questions complémentaires. Vous avez normalement déjà eu un questionnaire. Et si nous avons des questions supplémentaires, nous permettrons de venir vers vous. Si vous avez des éléments à nous transmettre, notamment sur vos protocoles, sur vos chartes, sur tout ça, vraiment, nous sommes intéressés par les avoir. Vos chiffres aussi, ça c'est très important. Combien de personnes formées, combien d'incidents, quelles sanctions, vous nous l'avez dit, mais les chiffres sont inconnus je ne crois pas que vous les ayez dit, du moins je n'ai pas le souvenir. Et le rapport sera rendu en avril, normalement, fin de cette commission d'enquête. Je vous remercie chaleureusement. À bientôt. Merci beaucoup.